Et donc, le dernier speaker de la journée sera Lionel Jouff, cofondateur et PDG de Baesia SAS en France. A cofondé Baesia en 2001, développement de Baesia Lab, un logiciel pour la découverte de connaissances et la modélisation à l'aide des réseaux bayésiens. Voilà, parfait pour les statisticiens fréquentistes. On va parler un peu de Baesia. Les expériences précédentes, professeur-chercheur à l'ESIA de Laval, exploration du potentiel des réseaux bayésiens et une formation, un doctorat en informatique qui vient de disparaître de mon écran. Donc je n'ai pas suivi la fin, c'est pas grave. J'ai pas retenu ma leçon. Mais... Tu l'avais pas appris par cœur? Non, je l'avais pas appris par cœur. Moi, je l'ai spolié. Emmanuel, non, tu vas finir. Doctorat en informatique. Voilà, doctorat en informatique, je suis. C'est bon, je vais essayer de gérer ce truc-là. Hop. Ça bien. Comment je fais pour dire ça? Tu cliques sur un petit triangle. Celui-là. Ouais, voilà. Il y a le stop sharing, et là tout le temps, c'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. Il fait super chaud à Paris. Je vois pourtant que c'est 16 degrés. J'ai fait ma thèse, on parlait de la thèse dans la régulation de l'ambiance des bâtiments d'élevage porcin. On n'est pas loin là. Ça dégage de la calorie. Donc aujourd'hui, moi je vais vous parler, dans le temps qui me reste, d'Elixia. Donc Elixia, c'est ce qu'on appelle notre Subject Matter Assistant, qui est basé bien sûr sur la GenAI. Alors, nous, on fait de l'IA depuis 30 ans bientôt, donc ça commence à faire. Mais donc là, c'est vrai que c'est un peu énervant. Maintenant, l'IA, c'est de la GenAI. C'est juste un petit pilier. Mais bon, il faut faire avec. Et donc ici, on l'intègre quand même parce que c'est quand même super puissant. Et donc, ça nous permet d'ajouter des briques supplémentaires dans notre outil. Et en fait, on a 4 briques, je vous en parlais tout à l'heure. Donc, ça nous permet de faire du knowledge mining, d'augmenter les capacités d'apprentissage automatique, d'augmenter les capacités de brainstorming quand on fait ça avec nos chers clients, par exemple ici, et aussi de documenter nos réseaux. Donc, c'est vraiment un booster assez incroyable que j'utilise quotidiennement à titre perso et pro. Donc, ça va bien. Donc ici, je campe, comme dirait Charlie Newman, je campe Bayesia. Donc on a créé Bayesia en 2001, on est à Laval, nord-ouest, il fait beaucoup plus frais qu'ici. Et on a aussi Bayesia aux US depuis 2010, ça commence à nous porter la poisse. Et on commence à perdre tous nos clients qui terminaient avec un « et ». Vous savez, EPA, FDA, tout ça. On commence à se faire virer. Ça, c'est la partie désagréable de Musk. Là. Et puis, on a aussi Bayesia à Singapour. Mais toute la R&D se fait à Laval. Enfin, Laval. On est 100% de télétravail. Donc ça, on m'avait dit de ne pas faire commercial. Ça, je vais quand même faire ça pour qu'on fait. Donc ça, c'est la vieille façon de présenter les clients avec les logos. Bon, c'est pas mal. Bon, il en manque toujours un. Ils ont mis à jour leur logo, donc c'est vite out of date. Mais maintenant, donc, ce que je fais, c'est que je passe à ça. Donc, je fais des réseaux sémantiques de clients. Là, vous avez nos clients qui sont donc alors moi, j'appelle pas ça une patate. Excuse-moi. Une patate, c'est pas rond. Moi, j'appelle ça. Nos clients appellent ça des bulles, des fois. Mais bon, c'est un nœud. Et donc, chaque nœud a la taille proportionnelle avec le chiffre d'affaires qu'on fait avec eux. Et donc, j'ai créé, ça, je pense que vous en avez parlé ce matin, des embeddings pour chacun. Et donc, juste là, donc moi, je rentre ça dans mon truc de réseau bayésien. J'ai donc, pour faire du machine learning, 2 lignes, par 3. J'ai le nom, 0 et le chiffre d'affaires avec eux. Avec ça, ça me permet de créer les nœuds automatiquement. Je crée des embeddings. Et je fais du machine learning dessus, c'est très simple. Hein. Je fais un maximum weight spanning tree dessus qui me permet de voir les corrélations entre les web. Et c'est quand même assez bluffant parce que tout de suite, on prend Procter, qui connecte ça avec Unilever, qui connecte avec L'Oréal, qui connecte avec Nestlé, avec Danone. Il n'y a rien à lui dire, c'est plutôt cool. Donc là, on a une présentation des clients qui est organisée de manière sémantique. Donc là, on a vu les CPG. Après, on a plein de clients aussi dans le domaine aéronautique pour tout ce qui est diagnostic technique. Et là, on voit que ça commence, il faut toujours faire gaffe avec les LLM. Même là, les embeddings, c'est vraiment le premier pas des LLM, mais bon, on voit tout de suite aussi les limites. Vous avez vu qu'on bosse avec Airbus, avec la NASA, avec Lockheed Martin, et aussi avec Mars.
qui est tout de suite connecté avec Lockheed Martin. Donc, pas de chance, oui, parce qu'il n'a pas de contexte, il a juste eu Mars, il dit, tiens, c'est une planète, c'est cool. Donc, voilà. En descendant un petit peu, vous voyez aussi, on bosse avec SMECMA, la SNCF, la RATP et Métro, la distribution. Mais bon, ça fait partie du truc. Après, on a tous nos clients en électronique, Microsoft, Micron, Facebook, tout ça. On a tous les consultants en haut à gauche. Et puis après, on a tout le market research. C'est quand même pas mal parce que ça organise tous les clients comme ça. Et on termine avec les universités qui, là, sont organisées plus ou moins, je pense, par pays. Mais bon, là, c'est quand même un super outil. Si on était plus que 7, moi, je l'utiliserais avec mon équipe commerciale pour dire, parce que je peux cliquer sur un nœud et dire, trouve-moi les 15 compétiteurs. Et pouf, et donc, je peux faire un réseau mondial de sociétés comme ça, que je pourrais targeter si j'avais la fibre business. Tu nous fais quel était l'input pour créer ce graphe? Tu parles de quelles données pour faire ça? Je parle juste de mes clients. Donc, je crée mes clients, ça me fait des nœuds. J'ai donc tous mes clients en nœuds, un nœud par client. Ouais. De là, je crée des embeddings juste avec le nom du nœud. Donc, le nom du client. C'est le nom du client. Et donc, ça me fait une base de données de 1536 lignes et je fais du machine learning, enfin, un arbre de recouvrement là-dessus pour trouver les relations. Mais je n'ai pas compris quelle info il utilise pour relier deux. La sienne. Tout ce qui est dans le deep neural network. Il a bouffé des milliards de documents. Et qui sait que Nestlé, c'est proche de Procter. Ça vient du lait. Je vais essayer d'y revenir. C'est un peu court. Donc là, maintenant, je présente un petit peu le workflow de Bayesian Lab. Notre cœur de métier, c'est de créer ces petits réseaux là au milieu, qui sont le cerveau en fait de notre expert. Nous, on appelle ça un système expert probabiliste. Et donc, c'est un graphe. Alors, c'est pas du tout comme les knowledge graphs. C'est pas du tout. Il y a une partie additionnelle en fait. C'est pas juste qualitatif, il y a du quantitatif aussi. Et donc, là, je vais vous montrer juste un petit exemple de ce que c'est. Donc, voilà un petit peu un réseau bayésien maintenant que je qualifie maintenant de 3.0. Donc, ça reste un cas jouet. Mais donc là, derrière, j'ai une base de données de 507 soldats américains et soldates, donc avec des mesures. Bon, bref, je pense que c'était pour faire les uniformes. Et là, j'ai juste focalisé sur ces 6 variables-là, 5 plutôt. Donc là, je n'ai pas utilisé des patates, j'ai utilisé ce que d'autres clients indiens appellent des windows. Ça prend plein de noms différents. Et donc là, en fait, bien sûr, quand j'ai des données comme ça, je peux faire du machine learning et trouver plus ou moins ce graphe. Je ne trouverai pas un si compliqué, si compliqué. Là, j'ai un nœud avec 3 parents, donc ça commence à faire. Donc avec 507 données, ça ne passerait pas. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes données là et j'ai dit à Elixia, fais-moi un graphe causal avec ça. Donc ça, il me fait un graphe causal. Il connaît là, ce ne sont pas des entités, ce sont des dimensions. Il connaît les dimensions, il me trouve les relations causales. Et après, il me les affiche. Donc là, vous avez vu, en bleu, c'est positif, en rouge, c'est négatif, même si ça peut être non linéaire. Mais bon, en tout cas, vous avez plus une qualification. Donc là, on n'est pas sur un verbe, on est sur une description. Donc il sait parfaitement, lui, que le BMI, ça se calcule avec le poids et la taille. Donc là, il me l'a fait tout de suite. J'aurais bien sûr trouvé en machine learning, mais là, en tout cas, en plus, ça devient qualitatif. Et toutes les petites images que vous avez dedans, c'est aussi fait de manière automatique. Avec Elixia qui est connecté à DALL-E, qui fait ses icônes. Donc ça paraît rien, mais c'est quelque chose, quand on a des gros réseaux, on peut passer une demi-journée à trouver des icônes moches. Bon, là, c'est pas instantané non plus, il faut un peu le cliquer, mais c'est quand même pas mal. Et donc ici, hop, ça démarre, alors. Donc vous avez... C'est marrant, ça démarre pas. Français. Allez. Donc là, en fait, à chaque nœud, vous avez, c'est pas juste qualitatif, donc il y a des états exclusifs, ce sont des variables aléatoires, en fait. Donc là, par exemple, le genre, il y a il y a homme et femme. On reste sur 2 trucs, on est très conservateur. Et puis là, ici, j'ai une distribution de proba que, comme j'ai des données, j'ai estimé les fréquences et ça me fait une distribution de proba dessus. Donc là, genre, c'est quelque chose, c'est une variable racine, donc il y a juste une distribution de probabilité a priori, marginale, et à côté, la taille, elle dépend du genre, donc j'ai une distribution de probabilité conditionnelle, juste avec un seul parent, et il se trouve aussi que là, ma taille, elle est continue, donc nous, dans Bayesian, on discrétise toutes les données continues, donc là, vous avez la distribution qui est représentée ici, et on la discrétise automatiquement avec des algorithmes qui sont adaptés pour, ici en l'occurrence, représenter la fonction de densité au mieux, de manière discrète. Et donc après, on estime de la même manière la distribution de probabilité conditionnelle.
Et puis après, ben, on va se retrouver avec le poids, ici, non, le BMI, je vais d'abord. Donc là, vous avez 2 par an. Ben là, ça croise, donc ça fait 3 x 3, 9. On a 9 combinaisons, 9 probabilités conditionnelles à estimer. Et après, si je vais sur la taille, sur le poids, pardon, je vais me retrouver avec 3 par an, dont 2 avec 3 modalités et 1 avec 2. Donc je me retrouve avec 18 distributions de probabilités conditionnelles. Donc forcément, 18 probabilités conditionnelles avec 500 échantillons, ça fait un peu juste. Vous avez vu la dernière ligne, par exemple, il n'y a personne. Donc là, c'est pas grave, on va rester sur une loi uniforme. Il y en a 2 ou 3 comme ça. Mais donc c'est pour ça que si j'avais fait juste du machine learning, il n'aurait pas rajouté 3 par an. Parce qu'il se serait dit, oula, c'est un peu chaud. Mais bon, donc ça c'est pour vous montrer. Et puis une fois qu'on a ça, donc au-delà de l'aspect qualitatif, donc on a vu déjà qu'on avait quantitativement des probas associés, mais après, une fois que je passe en validation, j'ai un système expert probabiliste. Donc là, je suis le roi de ce petit monde, je peux calculer toutes les probas que je veux là-dessus. Donc là, je montre un exemple ici où je dis, tiens, j'ai affaire à un homme, c'est pour ça que j'ai mis 100% sur homme, là. Et les flèches vertes, ça vous montre que c'est une inférence de type simulation, je vais des causes vers les effets. Donc ça met à jour la distribution de probabilité de la taille, du poids et du BMI, mais par contre, vous voyez, ça ne touche pas à l'âge. L'âge est indépendant marginalement du genre. Je peux m'amuser bien sûr pareil avec femmes, donc ça va me réduire la taille et le poids. Et puis après, donc ça, je fais toujours, je suis toujours en simulation. Maintenant, je vais faire du diagnostic. C'est-à-dire que maintenant, je mets de l'information sur le BMI. Je constate que j'ai un soldat de petit gabarit, là, un BMI entre 17 et 22. Eh bien, ça se rétropropage dans le sens inverse des arcs, si vous voulez. Et donc, ça me dit, bah, tiens, probablement que la taille, elle est à 1,68 m, le poids à 58 kg. L'âge, par contre, cette fois-ci, est impacté. Donc, ça va me réduire l'âge. Et puis, c'est probablement, avec 77% de chance, une femme. Et puis après, ben, je peux combiner tous ces types d'évidence. Je peux faire à la fois de la simulation et du diagnostic. Là, je peux dire, j'ai quelqu'un qui est jeune ou âgé et dire son BMI. Et avec ça, ben, je combine tout de manière exacte avec ce modèle pour calculer, pour mettre à jour mes distributions de probabilité. D'accord ? Voilà un petit peu ce que c'est qu'un réseau bayésien rapidement. Et donc là, j'ai encore une troisième. Je peux mettre tout. Là, je fais des exemples avec des observations dites exactes, mais je peux mettre aussi des soft evidence, je peux mettre des numerical evidence. On n'est pas obligé d'être à 100% sur les modèles. Donc ça, c'est le cerveau. Et puis alors, on a créé nous Bayésiens parce qu'on était les premiers au monde à avoir l'idée de créer une boîte qui fasse du machine learning. Donc nous, on était chercheurs dans ce domaine et personne n'en faisait en Europe en tout cas. Donc on a créé Bayésia pour pouvoir proposer des algos de machine learning au réseau bayésien. Parce qu'historiquement, ils étaient faits que par modélisation de connaissances. Donc ça voulait dire qu'il faut être spécialiste du domaine et connaître les réseaux bayésiens. Bon là, ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça quand même. Et donc, on a été rattrapé par la patrouille parce que après, bien sûr, à force de montrer des réseaux, des prompteurs où ils ont plein de données, mais ils ont aussi des branches qui font du B2B. Et donc, dans le B2B, il y a moins de données. Et donc, ils disaient, nous, on veut ça aussi. Donc, du coup, on a été obligé de bosser avec les experts pour faire des réseaux à peu près identiques à ceux qu'on faisait par machine learning avec les experts. Donc, maintenant, on avait ces 2 sources d'informations. Et puis, maintenant, avec Elixia, on a une troisième. Qui est du coup, en plus là c'est pour ça que ça va vite parce que je fais tellement de brainstorming que j'utilise LLM comme des experts en fait, donc c'est une espèce de crowdsourcing. Et ces 3-là, bien sûr, ne sont pas du tout hermétiques, c'est-à-dire que on utilise Elixir pour améliorer l'apprentissage, pour améliorer le brainstorming, et les 3 communiquent entre eux en fait pour arriver au meilleur résultat. Et une fois qu'on a notre réseau bayésien, on fait de l'aide à la décision, faire l'analyse du diagnostic, l'optimisation. Je vais focuser là sur Elixir. Et donc, comme je disais très très vite dans le titre, il y a 4 blocs. Il m'a fallu 3 heures pour organiser ça en blocs comme ça qui nous a fait sens. Parce que bien sûr, ça s'est fait de manière incrémentale. Donc, le premier bloc bleu, là, il s'appelle LLM Knowledge Mining. Donc, ça, c'est quand j'utilise Elixia et juste les LLM pour créer des réseaux. Alors, ça peut être des réseaux sémantiques, ça peut être des knowledge graphs, ça peut être des réseaux bayésiens causaux, des causaux sur le risque et tout ça. Mais, quoi qu'il en soit, j'utilise juste les LLM avec éventuellement un knowledge file quelque chose qu'on avait créé en 2023, qui est comme pour du RAG, en fait. Au début, c'était des documents qui viennent du RAG, mais maintenant, en fait, c'est n'importe quel doc, ça peut être des articles, ça peut être des bouquins. Donc, il va utiliser ça pour créer ces différents types de graphes, mais je n'ai pas le temps de parler de ça. À droite, après, c'est du LLM Enhanced Augmented Machine Learning. Donc, ça, on utilise
les LLM pour aller trouver, parce que normalement, un réseau bayésien, quand on fait du machine learning, on trouve des relations, des corrélations entre les variables, mais de là à dire que c'est causal, il nous faut toujours un expert. Donc là, maintenant, on a les LLM pour jouer ce rôle d'expert. Et puis après, quand on fait du clustering, que ce soit du clustering de données ou du clustering de variables, maintenant c'est cool parce qu'ils nous créent des noms automatiquement qui sont propres au métier. Donc ça, c'était un feature que je pensais que c'était... Ça nous a pris à peu près une demi-heure pour le créer. Et en fait, j'étais à peine, je le mentionnais à peine. Et en fait, c'est le truc qui tue chez P&G, par exemple, parce qu'ils veulent absolument que les mecs qui fassent les analyses trouvent des noms qui fassent sens pour tous les concepts, toutes les variables latentes. Donc ça, maintenant, c'est fait automatiquement. Et pareil quand on fait de la segmentation d'individus. Et puis après, donc, le troisième bloc, c'est celui dont je vais parler maintenant, c'est ce qui nous permet d'améliorer les sessions de brainstorming. Et le dernier, en vert clair, c'est tout ce qui nous permet justement de faire des réseaux avec des images, avec des commentaires qu'on peut réduire, augmenter, avec de la traduction, avec enfin, bref, tout ce qui est définition. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est vrai que c'est quand même assez cool. Donc, je vais parler de ça. C'est-à-dire qu'en fait, comme je disais, on a été rattrapé par la patrouille, donc on fait beaucoup de brainstorming. Et donc, nos sessions de brainstorming, c'est pour ça que je n'étais pas là ce matin, parce que j'étais virtuellement en Inde aussi, donc, pour faire du brainstorming avec des dermatos. Et donc, en fait, quand on démarre, on a démarré justement un nouveau signe ce matin, quand on démarre, on dit, voilà, on est sur telle question, quelles sont les dimensions qu'il faut qu'on intègre dans le modèle. Donc ça, quand on fait du machine learning, c'est simple, c'est déjà dans la base. Donc, le boulot a été fait. Là, c'est un cas, on part d'une page blanche, donc il faut trouver qu'est-ce qu'on met dedans. Bon, on ne fait plus le truc avec les post-it, ça c'est fini. Mais donc, on pose la question, on a toute une interface web pour faire ça. Et chacun, donc pour réduire tous les biais cognitifs et tout ça, chacun répond dans son coin. Et en fait, après, donc une fois qu'ils m'ont donné toute la liste de leurs dimensions, donc tous les experts, j'utilise Elixia qui me fait un réseau sémantique sur leurs réponses. Donc j'ai déjà un graphe avec toutes les relations, tous les nœuds, un peu comme les entreprises tout à l'heure, où tous les concepts sont proches déjà, donc ce qui me fait gagner à peu près une heure à chaque fois pour faire le tri et savoir ce qu'on va garder. En plus, il y a des définitions qui sont associées aux nœuds, donc c'est bien. Et puis après, j'utilise aussi Elixia, je leur pose la même question pour savoir s'ils ne sont pas passés à côté de dimensions. Donc du coup, je les challenge, c'est vraiment comme si j'avais d'autres experts avec moi. Donc ça, c'est la première partie à gauche. Et puis après, pour l'estimation des probas, quand on quantifie les modèles, là, c'est pareil, il faut estimer les probabilités a priori et les effets locaux, les effets causaux. Et donc là, je peux aussi utiliser Elixia et tout un... Là, je fais vraiment du crowdsourcing, parce que je n'utilise pas un seul LLM, mais un groupe de LLM pour m'estimer les probabilités. Et après, ça challenge ça avec les experts. Donc, c'est de ça dont je vais parler rapidement, très rapidement. Donc là, c'est un exemple que j'avais fait un webinaire en janvier là-dessus. Donc là, j'ai créé, c'est encore une fois un rebond par rapport à un de mes clients, qui me dit, oui, moi, on a plein de données, on fait des key drivers analysis avec vous depuis 20 ans. Par contre, on a aussi des fois des textes libres où le consommateur décrit ce qu'il a pensé du produit. Et donc ça, avant, on mettait ça à la benne, nous. Eux, ils utilisaient ça, mais nous, on ne pouvait pas. Et donc là, en fait, je prends maintenant ces données pour créer un réseau causal à partir de ces feedbacks. Donc là, j'ai pris un cas, j'ai pris la même taille que ce qu'ils avaient, eux. Donc j'ai créé 50. Donc tout ça, c'est artificiel parce que je ne peux pas utiliser leurs données. Donc j'ai utilisé les LLM pour créer des reviews, pour faire tout ça. Bref. Donc là, j'ai des feedbacks d'utilisateurs, 50, qui décrivent ce qu'ils ont pensé d'une voiture. D'accord. Et ici, donc ça va être mon knowledge file. Je vais avoir ces 50 feedbacks avec juste 2 ou 3 dimensions évoquées, plus est-ce qu'ils ont été contents ou pas, alors qu'il y a plus que 3 dimensions. Et donc ici, vous voyez, j'ai ce fichier-là. Donc j'ai mes 50 résultats. J'ai les petits commentaires qui ont été générés avec des styles linguistiques différents. Essayons de mettre un peu de variété là-dedans. Et donc, ça va être mon input, ça. Donc, je démarre avec ce fichier. Je définis le contexte général. Donc là, est-ce que je suis sur la voiture? Vous pouvez voir aussi que je m'amuse à lire de la philo aussi. Donc, il y a du Hegel à côté. Donc, c'est très utile pour lire Hegel, ça. Je vous le conseille. Et donc, ici, après, on démarre avec ces petits settings. Je passe là-dessus. Et donc là, je vais créer un réseau sémantique automatiquement à partir de ces 50 feedbacks. Donc là, c'est pas un knowledge graph, c'est pas loin, parce que c'est un réseau sémantique qui suit la temporalité. Là. Et donc ici, il me dit, tiens, toutes ces reviews, il y a a priori 4 blocs. Il y a l'évaluation sur la performance, sur l'intérieur, l'extérieur de la voiture et la sécurité qui viennent définir la satisfaction de là. Ça, c'est bon à savoir. Donc c'est
En fait, Elixir, j'utilise vraiment, moi, en tant que consultant, comme vraiment assistant pour m'aider à comprendre les différents domaines. Donc, je crée des réseaux bayésiens qui n'en sont pas vraiment. Là, ce n'est pas un réseau bayésien, enfin, c'en est un, mais je ne l'utilise pas pour faire de l'inférence. Je ne vais pas dire, tiens, l'overall satisfaction, il n'est pas quantifié vraiment. Là. Mais bon, ça m'a permis de trouver des blocs. Et puis après, maintenant, je vais faire la même chose. Je vais prendre Elixir pour lui dire, bah, maintenant, extrais-moi les pros et les cons de ces feedbacks. Donc là, j'ai une liste de 165 mots-clés que j'ai soigneusement définis depuis 2 ans et demi. Là. Et donc là-dedans, bah, je vais chercher les pros et cons. Donc, je choisis mes 2 mots-clés et je vais utiliser ces 2 mots-clés pour aller titiller ce fichier de texte là, de feedback et il va m'extraire justement les dimensions qui correspondent à ce pros et cons. Donc là, je vais démarrer dessus et il me trouve ce réseau, donc un petit coup de positionnement. Oups, je vais partir dans l'autre sens. Ah non, j'arrête, on revient. Je vais aller trop vite. Hein, hop. L'avantage d'enregistrer le truc. Voilà, donc ici, j'ai demandé les pros et les cons. En bleu, vous avez les pros. Je ne sais pas quelle couleur c'est, je suis un peu daltonien, marron, je pense. C'est les contre. Vous avez donc, il a extrait ça de tous les textes et il y a une description, bien sûr, de ce que ça veut dire. Et à partir de là, je vais faire ce qu'on appelle un ICI, donc un ICI hiérarchique. Donc, je vais supposer que c'est un peu comme de la régression, en fait. Là. Je vais supposer que mes critères ici, ils ont un effet indépendant sur ma cible. Parce que sinon, je me retrouverai avec 9 variables qui arrivent sur la satisfaction, j'explose tout. Et donc là, je démarre avec ça. Je vais aller vite là-dessus. Je sais que j'ai trouvé ici 3 concepts. D'accord. Donc la performance, l'intérieur, l'extérieur. Donc je vais utiliser cette connaissance vraiment là, comme si un expert m'avait dit bah, attention, ils ont répondu avec 3, il y a quand même 3 groupes. Donc ne me fais pas un truc qui me connecte les 9 directement. Donc je fais en fait un modèle hiérarchique avec, vous voyez ici, j'ai créé un bloc satisfaction sur la performance, un bloc satisfaction sur l'intérieur, sur l'extérieur, et la safety qui était toute seule, donc je vais la laisser comme ça. Et donc après, donc je crée mon nœud ici, et je vais recréer un ICI à partir de ce modèle, de cette couche-là. Et donc maintenant, donc ça, ce que je vous montre ici, c'est exactement ce que j'ai fait ce matin avec des experts humains, sauf que là, j'en ai pas, c'est de l'analyse sur les feedbacks. Et donc après, là, ici, je vais lui dire, vas-y, estime-moi les probas a priori de ces 9 drivers par rapport au fichier texte que tu as. Là, il va bosser là-dessus. Vous avez vu, là, j'en prends 5. Je prends 5 LLM que j'utilise pour me faire cette estimation des priors. Alors là, je m'en méfie un peu parce que ça répond tout le temps, ça. Donc, même si ça ne sait pas. Donc, il faut savoir aussi checker. Donc, vous voyez, quand c'est jaune comme ça veut dire que j'ai une distribution 40-60, mais comme c'est jaune, ça veut dire qu'il y a des désagréments, des désaccords entre les experts. Et donc, vous avez vu ici, j'ai le feedback de chacun des LLM et je vois qu'OpenAI, bon, lui, il a fait tout à l'envers. Pour lui, c'est 82-18, alors que les autres, c'était 20-80. Et là, dans sa justification, parce que j'ai une justification, c'est cohérent. Alors, parce que ça arrive quand même à mimer ce qui se passe avec les experts humains. Donc ça peut aussi des fois dire 80-20 et dans la description, il dit que c'est 20-80. Donc ça, on l'a avec les êtres humains. Donc ils arrivent à faire ça aussi, donc c'est quand même assez cool. Et donc après, donc, je peux regarder ça nœud par nœud ou générer un rapport. Ça peut bien aller vite. Donc là, une fois que j'ai mes a priori, je peux regarder le rapport qui correspond. Donc j'ai ici toutes les probas sorties de tous les LLM avec la justification. Donc ça me permet de voir si ça a dérapé ou pas et de faire le tri éventuellement. Accélérer. Oups. Et donc après, je vais faire la même chose, mais cette fois-ci pour les effets locaux, causaux, pour dire maintenant quel est l'impact d'une performance, une pauvre performance là sur la performance globale. Et donc ici, c'est le même processus. Je fais ça pour chacun de mes paramètres et je me retrouve ici avec un rapport où j'ai, donc là ici c'est simple, c'est des effets, soit c'est négatif, soit c'est positif. Donc je vous demande, donne-moi un effet causal entre -1 et 1, et donc il m'estime l'effet causal par rapport, bien sûr, aux 50 interviews qu'il a,
mais aussi par rapport à sa connaissance. Donc, c'est un petit peu comme du sentiment analysis des fois. Et puis après, ben, j'ai un réseau bayésien qui est complètement spécifié, donc je peux faire de l'analyse de sensibilité dessus, et j'ai une hiérarchie ici de mes drivers sur la satisfaction. Puis bien sûr, je peux faire un petit cadran avec. Donc je pense que je dois être à peu près dans les temps, mais juste quand même. Donc si vous voulez, il y a ce que je viens de montrer là, c'est disponible en 30 ou 40 pages d'écrit sur notre site. Coécrit bien sûr avec les LLM, il ne faut pas non plus. Ça va plus vite quand même. Et donc il y a tout un tas d'exemples sur Elixia pour l'analyse de films, de musique, de livres, de poésie. Voilà. Donc voilà, merci. Les variables latentes, c'est un peu du structural sur le modeling que vous faites. Ouais, on appelle ça du PSE. PSE. Probabilistic Regression. Là, c'est un PSM assez simple parce qu'il est hiérarchique, récent. Et quand on fait du brainstorming avec des experts, on n'a pas trop le choix en fait. Si on veut passer 6 mois dessus, on a toujours un trade-off entre le temps, la disponibilité des experts. Mais ça va quand même de plus en plus vite. D'autres questions? C'était très clair. C'était très bien. 17h.